Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de s'exprimer au niveau de l'alimentation intuitive, qui a envie de partager un peu avec nous, s'il a déjà fait un parcours, s'il a déjà essayé, s'il sait déjà qu'est-ce que c'est l'alimentation intuitive? Non. Moi, je connais maintenant grâce à toi. Je ne Ok. connaissais pas avant, hein. Faut être honnête, je connaissais pas du tout. Mais maintenant, grâce à toi, je connais. Et grâce à ton livre et les exercices qu'il y a à l'intérieur, je connais également. Donc, Ah, du coup, merci. voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas tant que ça de l'alimentation intuitive, hein. Ah oui, bon, Toi, peut-être, je suis un peu biaisée parce que moi, je parle que de ça, donc peut-être oui. effectivement Hmm, tout, en fait, ce qui est autour de moi, en fait, ça parle d'alimentation intuitive. ouais. Hmm. Est-ce que vous connaissiez avant l'alimentation intuitive, avant l'atelier de ce soir, ce terme-là, ça vous parlait ou pas du tout? Laurence nous dit non. Non. Moi, j'ai Ok. entendu le terme, mais je sais pas réellement ce que c'est. Ouais, voilà. Ok. Hmm. Hmm. Ok. Et donc, et toi, ayant lu le livre, Lucie, est-ce que tu t'es fait une idée? Est-ce que tu as essayé de pratiquer quelque chose? Au niveau des exercices, j'ai Oui, essayé des petits trucs. C'est très lié quand même l'alimentation intuitive avec le manger en pleine conscience. bien sûr. Donc, mais ce que j'aime dans l'alimentation intuitive, cette culpabilité qu'on enlève en Ah fait, oui, d'accepter d'avoir envie de manger un carré de chocolat. Voilà, c'est absolument, toute cette absolument. culpabilité qui qu'on essaye, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, mais de travailler dessus pour ne plus, voilà, culpabiliser sans vouloir d'avoir craqué, parce qu'en fait, c'est pas un craquage, en fait. Donc, en Mm. fait, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et maintenant, j'essaie d'écouter un petit peu plus mon corps sur les envies. Alors, ça fait rire un peu mon mari et mes filles. Ils me disent, mais t'as des envies de femme enceinte. Il y a des fois où je vais avoir qu'envie de bouffer de la salade ou du poisson et tout. Je lui dis, non, mais j'essaie de me connecter un maximum et d'essayer de comprendre ce qu'il a envie. Alors, il y a des fois où j'ai des journées où j'ai envie de bouffer du sucre, oui, bien sûr. Mais c'est normal, je sais qu'il faut passer par là. Mais du coup, j'essaie d'un peu plus me connecter à tout ça. Les Ah, sensations de faim, tous ces petits trucs-là. Mais c'est long, hein, c'est compliqué à mettre en place. ouais. Oui, je te rejoins parce que, en fait, le problème, c'est qu'à la base, on vient des années de culture des régimes qui a quelque part un peu abîmé complètement notre rapport avec la nourriture. Moi-même, hein, je l'ai abîmé hein, parce que, voilà, peut-être, là, j'ai fait peut-être une déclaration, mais la plupart des patients ne le savent pas, mais j'étais une adolescente en surpoids hein, et j'ai eu mes troubles du comportement alimentaire, j'ai eu des problèmes avec la nourriture. Et donc, moi-même, j'ai eu un rapport très, très abîmé avec la nourriture. Donc, la découverte d'avoir des sensations alimentaires, de les respecter, de ne pas se sentir, comme tu dis, coupable, d'avoir des envies de manger, de répondre aux événements néfastes de la vie avec la nourriture. Alléluia. Donc, c'est une libération énorme. Très compliqué d'accepter parce que malheureusement, on a ancré ces croyances qu'il faut pas manger ça, il faut pas manger cela. Donc, il n'y a plus en fait des aspects directs quand on a une envie de manger parce qu'il y a quand même des barrages qui, au fur et à mesure, s'interposent entre nous et le choix alimentaire. Et donc, ça, c'est très compliqué. Et puisqu'on est justement dans le cadre d'une éducation thérapeutique pour des patients en situation d'obésité, est nécessaire faire ce parcours pour éviter, encore une fois, que la culture du régime vienne s'interposer entre nos choix alimentaires, sachant qu'effectivement, on peut manger sainement et répondre à nos envies de manger et que dans l'absolu, il n'y a pas d'aliments interdits. Il n'y a pas de bons et mauvais. Certes, quand on vient d'être opéré, on ne peut pas boire des gazeux, mais dans l'absolu, c'est pas non plus les gazeux les aliments interdits. Bien évidemment, vaut mieux éviter les industriels, mais dans le parcours des soins de notre rapport avec la nourriture, il y a pas d'interdit. Ça, c'est important, hein, parce que sinon, on va jamais passer au-delà de l'effet interdit. Toutes les époques ont des moments, je pense, on peut dire en français prohibitionnisme, quand on a comment dire, des choses vont être interdites
On a eu l'interdiction de l'alcool, l'interdiction des drogues, l'interdiction en fait du tabac. Et plus on augmente cette interdiction, plus on crée l'envie et le besoin d'y aller vers cette chose qui a été interdite. Donc, le parcours contraire vers la nourriture, c'est la même chose. Le plus on libère les placards pour donner l'espace à les aliments interdits, certes, il y a les doutes peut-être au début, qu'on aura peut-être un peu plus de consommation. Mais au fur et à mesure que justement on octroie d'avoir des pâtes noisettes chocolat, pour ne pas dire Nutella, plus on octroie des Oreos, plus on octroie des choses, des chips qu'on s'interdit, plus au fur et à mesure, le savoir qu'ils sont dans les placards permettra justement de s'en débarrasser, de se dire effectivement, tu sais quoi, je peux, mais je veux pas. Mais ça, c'est un processus qui s'est fait justement accompagner. Donc, j'espère que voilà, vous êtes tout prêt pour voilà, vous lancer dans cette démarche de soigner un peu le rapport avec la nourriture. Et donc, pour commencer ma présentation, je vais faire quand même un petit pas en arrière vers les deux dames que vous voyez dans le livre. Ce livre, il existe en français, donc ça, c'est la version française, l'alimentation intuitive, qui est beaucoup plus riche par rapport à mon livre, qui, si vous voulez, c'est un peu le mélange entre alimentation intuitive et plein conscience. OK. Mais bon, ça, c'est vraiment la Bible, en fait, de l'alimentation intuitive. Evelyn Tribol et Alice Reich sont une psychologue, l'autre une diététicienne, qui ensemble, et se sont dit, en fait, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas, la culture du régime et de prescrire des régimes, ça ne peut pas continuer. Donc, il faut faire la paix avec la nourriture. Et c'est quoi le pas nécessaire? Ben, c'est retourner à une alimentation intuitive. Si vous observez vos enfants, vos petits-enfants, vous verrez clairement comme un enfant, s'il a plus faim, il crache, s'il a faim, il pleure. Mais vous pouvez insister 1000 fois, vous faites l'avion, le shuttle, vous pouvez faire n'importe quel jeu pour le distraire, mais s'il n'a pas faim, il ne mangera pas. Et il n'y a pas de mille solution. Donc, ce qui est important de retenir, que le comportement humain, la naissance, c'est avec une alimentation intuitive. Mais au fur et à mesure, pour les croyances familiales, pour l'éducation et pour le comportement qu'on a acquis dans la famille et dans notre situation environnementale, eh bien, au fur et à mesure, on va soupçonner des doutes. Ben, c'est pas l'heure de manger, donc on ne mange pas. J'ai faim, mais non, tu attends 19 heures. Donc, vous voyez la contradiction? L'enfant a faim, mais c'est pas 19 heures parce qu'il faut pas manger en dehors du repas. Donc, on lui installe les sentiments que c'est pas correct d'avoir faim en dehors du repas. Quand le peur, peut-être il s'est dépensé tout l'après-midi, il a joué au foot dehors et donc finalement il a faim avant 19 heures. Mais c'est normal, sauf que on ne lui reconnaît pas le droit d'être affamé avant 19 heures et donc au fur et à mesure, on va créer des problèmes par rapport à ces sensations alimentaires. Donc le but, en fait, c'est de comprendre que derrière tout ça, il y a une industrie alimentaire gigantesque et comme je viens de vous dire, bien évidemment, il ne faut pas non plus... attendez, hop, 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 hop. Il ne faut pas non plus croire qu'il y a des aliments interdits, mais il y a quand même une industrie alimentaire qui, elle essaye de nous faire manger des choses diététiques, qu'elle nous impose des règles 0%, sans graisse, sans sucre ajouté, léger, light, taille fine. Mais tout ça, c'est que c'est que du business, c'est que de l'argent. Et ça va introduire à nous, dans notre cerveau, le doute que
la confiance qu'on a dans les sensations alimentaires, elle n'est pas correcte, tandis que la sagesse intérieure reste, sauf que on est tout le temps exposés à la nourriture. Et la plupart, c'est de la nourriture qui a été bien étudiée et qui a été bien produite pour faire si que ça crée de la dépendance. Donc, le but, c'est éviter justement que ce soit de tomber dans le piège et de savoir que la culture du régime, et donc de proposer continuellement des régimes restrictifs, c'est un marché. C'est du pipeau. C'est vraiment de l'industrie qui produit de l'argent. Donc, c'est produire en fait des, euh, des produits alimentaires ou suivre des indications diététiques pour nous faire sentir inadéquates, insécures et avec le besoin de se sentir un devoir de changer notre corps comme si notre corps n'était pas suffisamment, euh, qu'il n'était pas suffisamment adéquat pour vivre dans cette époque où on a des profils esthétiques très ambitieux, mais que finalement on peut que voir dans les défilés de Victoria's Secret. Donc, vous voyez, c'est très loin en fait de la réalité parce que les 99% des femmes et des hommes sont très loin en fait de cet objectif. Et ça, c'est parce que, encore une fois, je vous dis, le marché de la culture du régime essaye justement d'indiquer et de donner des doutes pour faire si qu'on s'approche à des choix alimentaires qui sont contre nos sensations basiques. Et donc, le but, c'est d'aider, oh là là, j'essaie de déplacer un peu tout ça, mais pardon, hein, je m'excuse. Euh, j'ai en fait la colonne qui change, qui m'occupe en fait la moitié de l'écran, mais c'est pas grave. Le but en fait, c'est d'essayer de trouver l'aspect et l'aide psychologique pour se détacher de cette culture du régime. Et est-ce que entre vous, il y a quelqu'un hum, qui est conscient du fait que cette culture de régime nous, nous envahit nos pensées et envahit nos temps et nos énergies tous les jours avec ses croyances, avec ses phrases, et répéter en fait en autonomie des croyances qui ont été installées par des années et des années de régimes et des diététiciennes pas trop bienveillante. Est-ce que vous avez le sentiment que la culture de régime, elle est chez vous et qu'elle continue en fait à vous donner des indications par rapport à comme vous devriez être au niveau de votre aspect physique? Pour avoir été exposé à tous les régimes par mes parents depuis que je suis gamin, il y avait un peu cette, pas dictature, mais cette contrainte par rapport à pouvoir s'habiller normalement, ne pas galérer à trouver des pantalons, des trucs comme ça. Après, en termes d'avoir un beau physique, oui, il y avait toujours des remarques ou des sous-entendus, mais avec l'âge et puis avec l'expérience, moi, je suis plus affecté par ça. J'ai réussi à faire mes expériences, à creuser, à faire mon savoir-faire, ce qui fait que maintenant, je suis pas exposé à ça. Ok. Donc, vous avez créé un peu une protection par rapport à ça. Ah, il y a ça, mais après, il y a toujours comment dire, des inconforts de se voir à la plage ou des choses comme ça. Mais après, au bout d'un moment, c'est un peu comme quand on va à la salle de muscu, on n'ose pas faire des exercices parce que on a peur que les autres vous jugent ou vous donnent des conseils, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que bah, moi, je faisais mes exercices et ce que les autres pensaient, j'en avais rien à péter. Donc, j'ai attribué un peu cette philosophie à tous ces trucs de communication, de publicité pour Mhm. maigrir et autres.
Et là, je m'aperçois, je ne sais pas si c'est les Chinois du FBI qui nous écoutent dans nos communications ou quoi, mais sur les YouTube et autres, j'ai beaucoup en ce moment de publicité pour la préparation de repas, de repas Mhm, sains, de choses comme ça. Il suffit de faire une petite recherche sur un élément pour constituer nos propres recettes là. Et mhm. d'un coup, on a toutes les vidéos qui sont centrées là-dessus. Et quand j'essayais de justement de pas avoir faim à l'étape soupe cicatrisation, j'étais constamment envahi de recettes avec les fromages fondants, les trucs bien gras, etc. Et les recettes à côté healthy où on pouvait faire un équivalent avec des avocats, des yaourts, des lentilles écrasées, etc. C'est hallucinant. Je me suis dit, mais, d'un coup, j'ai percuté à quel point je voyais sur 3 vidéos, j'en avais 2 qui étaient concernant la bouffe. Et, Ouais, euh, et donc, et après, quand c'était pas ça, en ce moment, c'est les vidéos sur les exercices de sport avec les Thibaut Geoffrey, et ce genre de mhm. gars-là qui n'arrêtent pas de vous dire ce qu'il faut faire en termes d'exercice de sport, etc. Oui, parce que ça, c'est l'algorithme en fait qui lie bien évidemment les réactions humaines, les battements des paupières. En fait, c'est incroyable la capacité qu'ils ont en fait de comprendre qu'il y a une chose qui nous intéresse, même pour un microseconde, et donc ça va dire qu'effectivement l'argument, ça va nous intéresser. Mais bon. Ça, c'est amplifié avec les réseaux sociaux, mais et ça existait aussi auparavant, dans le sens que c'était quelque chose l'intérêt vers la culture du régime, c'était quelque chose de très invasif aussi avant les réseaux sociaux. Là, c'est encore 1000 fois pire. Mais ce qui est important de comprendre, que le, l'effet d'être exposé tout le temps à des objectifs, si vous voulez, inatteignables au niveau de physique ou au niveau de ce qu'il faut manger, etc., ça reste lui-même un problème de santé. Ça reste une maladie. Parce que ça crée des problèmes au niveau psychologique, au niveau mental. Donc, si effectivement on détermine la santé comme l'absence des maladies et d'un équilibre physique et psychologique, eh bien, même être maigre, mais avoir des problèmes de relations avec la nourriture, c'est pas non plus santé. Parce que même, on n'a pas de diabète, on n'a pas d'hypertension, on n'a pas de l'arthrose au niveau des genoux, mais si on a tout le temps un trouble du comportement alimentaire et un rapport qui n'est pas sain avec la nourriture, ça reste une maladie. C'est important aussi de switcher parce que c'est pas parce qu'on est gros, on a un surpoids qu'il y a un problème avec la nourriture. On peut aussi être maigre et ne pas aller bien, hein. Je ne dis pas tout ce qui est les problématiques d'ordre psychiatrique et psychologique comme l'anorexie mentale, mais il suffit quelqu'un qui tout simplement n'arrive pas à se détacher de l'idée qu'une portion des frites à n'importe quoi, parce que vous savez que moi, je compte pas les 300 calories. Et donc, pour faire ça, il faut dépenser, faisons une demi-heure de RPM. Vous voyez, donc tout ça, ça reste un encombrement psychologique de l'énergie mentale qui n'est pas soutenable sur le long terme. Donc, Disons, moi, ce que je constate, c'est que c'est d'ailleurs un des réflexes où je me méfie avec moi parce que j'ai tendance à repartir là-dessus dès que je fais pas attention. C'est d'avoir un surcontrôle sur, comme vous dites, il faut faire attention aux quantités que tu manges, à la composition. Il faut que tu ailles faire ça, tant de sport pour compenser, etc. Et de faire des tableaux pour suivre, Et au bout d'un moment, vous passez votre temps à faire de l'administratif, à faire du suivi de tout ce que vous faites, mhm, à être obsédé. Et en fait, vous faites plus l'action, en fait. tout à Et, fait. donc là, c'est pour ça que le bouquin là, sur les habitudes que vous nous avez conseillé, Mhm. je l'ai lu, j'ai commencé à mettre en place une routine par rapport au fait de bouger plus. J'ai Très bien. réussi à appliquer sur un échantillon de mes besoins. Et je pense Mhm. que c'est plus ça qu'il faut aborder pour le rapport à la nourriture, c'est justement avoir des bons déclencheurs, des bonnes routines, plutôt que d'être obsédé à tout mesurer et puis d'essayer de tout contrôler en fait.
parce que Absolument. c'est épuisant mentalement. Et puis à la fin, 6 mois plus tard, on abandonne. Et d'ailleurs, si on regarde bien, moi j'ai pratiqué les salles de sport pendant des années. On voit toujours les périodes à tout le monde qui arrive et qui remplissent la salle. 2 mois plus tard, il n'y a plus personne. Et puis après, ça fait des pics parce qu'en fait, on répond à un stress. Et puis après, on essaie de mettre en place quelque chose, mais c'est trop contraignant et on abandonne au bout de 3 mois. Absolument, absolument. Bon, merci, merci pour ce témoignage. C'est important hein, d'avoir le réflexe parce que, comme vous dites, c'est très important ce qu'on appelle le fait de prendre l'habitude d'évaluer nos habitudes, donc effectivement ce qu'on mange, l'activité, etc. Mais pour avoir une prise de conscience à partir de ce qu'on a relevé comme habitude du sommeil, comprendre comment c'est la qualité du sommeil. Par exemple, j'ai dit pour ne pas aborder les sujets nourriture, est-ce que je viens de manger? Mais au-delà de ça, ça ne peut pas devenir l'obsession. Donc, voilà l'importance d'analyser, mais ne pas non plus faire, comme on dit, une fixette sur le contrôle. Parce que, on l'a vu avec l'alimentation en pleine conscience, le contrôle, tôt ou tard, amène à une perte de contrôle. Donc, puisque l'alimentation est réglée par un système de dialogue entre les cerveaux, l'estomac et les tissus adipeux, c'est grâce à cette communication qu'on va régler l'apport alimentaire. Si on va ancrer les croyances alimentaires qui vont s'infiltrer dans cette communication qui est bien rodée depuis des milliers d'années, ça a permis la survie de l'être humain, ben, les contrôles externes du diététicien malveillant qui vous a conseillé d'enlever les féculents va s'insérer dans ce système avec des effets assez néfastes. Donc, c'est important de comprendre qu'on a déjà un système de régulation interne qui est à une sagesse, qui malheureusement a été abîmé. Donc, on doit reconstruire. Attention, je ne dis pas qu'il faut l'écouter à 100% parce que parfois, voilà, il part dans tous les sens. Mais sous le champ, il faut vraiment faire un travail sur l'effet de remettre en place l'écoute des sensations alimentaires. Et donc ça, effectivement, quand on est dans une situation d'obésité, tous les systèmes de référence, comme elle disait souvent Valérie, ils ont pété. Donc, ça a plus de référence. C'est l'anarchie complète et on règle les émotions qu'à travers la nourriture. C'est tout à manger sans écoute des sensations alimentaires. Donc, si on est là, c'est justement pour reposer l'accent sur cette régulation interne. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autre personne qui veut voilà, rebondir sur ça? Non, zéro. OK. Donc, on passe au principe de l'alimentation intuitive qui sont rejeter la culture des diètes. Donc, j'espère de vous avoir assez convaincu. Honorer sa faim, faire la paix avec les aliments, cesser de catégoriser les aliments, découvrir le plaisir de manger, considérer sa sensation de rassasiement, vivre ses émotions avec bienveillance, respecter son corps, ressentir le bienfait de l'activité physique et honorer sa santé et ses papilles gustatives. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance hein. Tous les 10 principes, il n'y a pas des mots de récession, de négation, voilà, d'interdiction. Au contraire, c'est beaucoup d'ouverture. Et donc, tout ça pour commencer les cercles vicieux des régimes d'amaigrissement, hein, amaigrissant, pardon. Donc, les cercles, vous le connaissez peut-être beaucoup, mais voilà, je vous le démontre seulement pour rebondir comment souvent on est piégé dans l'idée qu'un régime, c'est la solution. Donc, on a les désirs de maigrir. On a donc un régime amaigrissant que dans le passé, on a fait, ça a très bien marché. Donc, on sait que sur le court terme, ça marche très bien. On a donc la diminution des rejets alimentaires avec diminution du contrôle. Tôt ou tard, comme on vient de le dire, il y a la perte de contrôle, donc il y a la surconsommation alimentaire, la reprise du poids qu'on avait perdu, et boum, rebolote, désir de maigrir,
Sauf que souvent, tout ça est compliqué dans des taux d'intérêt assez variables, assez invariables, pardon, avec un surplus qui s'appelle effet yo-yo. Donc, le corps, pour se protéger de la perte, il va demander un surplus qui normalement dépasse toujours les poids qui a été perdus. Et donc, hop, donc, comme on l'a dit, l'alimentation intuitive, elle base ses principes en fait sur l'effet de manger en pleine conscience, mais surtout sur les manger en pleine conscience, on l'a déjà vu en fait dans un précédent séminaire. Aujourd'hui, on va essayer de poser l'attention sur les sensations alimentaires. Donc, il y a besoin d'abord détruire ces croyances qu'on a ancrées avec des années de régime. Et de l'autre côté, on a besoin de synchroniser. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis en fait le volume, la radio en fait pour trouver la bonne fréquence par rapport à nos besoins. Donc, il faut avoir la capacité de se syntoniser, de se mettre en fait à l'écoute du besoin de notre corps. Mais après, donc voilà, avoir détruit des systèmes de croyances. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'état de santé est défini comme un bien-être complet, physique, psychologique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie. Donc, l'effet qu'on a quand même un travail à faire au niveau des sensations alimentaires et de notre rapport avec la nourriture démontre le fait que si on a des troubles du comportement alimentaire, ça reste quand même un problème au niveau de la santé. Et donc, on rejette la mentalité de diète, ce qu'on vient de dire comme principe, c'est comprendre qu'être au régime, j'espère de vous l'avoir suffisamment répété, c'est pas gagnant. C'est pas gagnant et c'est pas idéal, au moins qu'il y a vraiment des indications de santé, une allergie, une cœliaquie, un problème d'intolérance, une allergie au lactose. Donc voilà, là c'est suivre des indications diététiques pour un problème de santé. Donc, la mentalité diététique, en fait, érode la confiance du corps et de ses messages. Comme on l'a dit, on a des sensations et on va se trouver avec l'interposition de beaucoup de phrases. Moi, je l'appelle vraiment les pop-up. Les phrases comme les pop-up, les fenêtres qui ça s'ouvre dans votre ordinateur quand vous êtes en train de chercher en fait les, des choses sur Internet, en fait. Il y a beaucoup d'informations qui vont s'interposer et se mettre, en fait, dans la syntonisation, en fait, de la confiance des messages du corps. Et donc, quand on a la reprise du poids, en fait, ah là là, j'arrive pas à bouger la colonne, je comprends pas pourquoi. J'ai besoin de voir un peu la... Hop, pardon, hein, je m'excuse. Hop. Donc, la reprise du poids, on a dit que souvent, ça a été marqué par des effets yo-yo. Donc, je pense que tout le monde a vécu ça et on sait qu'il y a une reprise du poids. Ce qui est aussi néfaste, c'est que la reprise du poids est associée, et là, c'est l'étude scientifique, avec une situation métabolique qui va s'empirer. En fait, les corps ayant tous ces hauts et ces bas, ces montagnes russes de poids, va quand même ressentir une, euh, un effet néfaste au niveau de l'aspect métabolique. Donc, ça, c'est important pour se dire, c'est pas que gagner du poids, c'est aussi que des hauts et des bas, notamment a été démontré, par exemple, sur le poids de la colonne. Donc, prendre l'effet yo-yo a un effet néfaste sur les articulations, notamment sur les genoux et sur la colonne. Donc, pour les pauvres articulations, perdre 20 kilos, reprendre 20 kilos, perdre 15 kilos, reprendre 20 kilos, tout ça, ça a un effet néfaste. Mais ça, le même exemple qui est assez connu
on peut l'avoir aussi au niveau métabolique, au niveau, en fait, de tout ce qui sont les paramètres qui déterminent la santé métabolique. Ça veut dire la glycémie, donc le diabète, l'hypertension, les taux de cholestérol. Donc, ça augmente les risques cardiovasculaires. Tous ces manques de stabilisation, tous ces déplacements importants du poids. Honorer sa faim, ça veut dire déjà connaître la faim. Est-ce que vous connaissez tous la faim? Vous avez tous une idée de où est-ce on a la faim, donc on aperçoit la faim et qu'est-ce qu'est la faim? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'exposer, de dire où est-ce qu'il ressent la faim? Pour lui, qu'est-ce que c'est la faim? Pour lui, pour elle, hein, qu'est-ce que c'est la faim? Moi, c'est pour ma part, j'ai moins la sensation de faim depuis que je suis bypassée qu'avant avec la sleeve. Mais je sais que mon corps a besoin de manger parce que j'ai l'impression d'avoir un creux dans l'estomac, d'avoir un trou en fait. Voilà. C'est cette sensation-là. Et quand je l'attends trop longtemps, je sais que c'est pas le cas, mais j'ai l'impression d'avoir des sortes de remontées, d'avoir voilà, un Mhm. mal-être, l'estomac qui m'appelle vraiment quoi en fait. Ok, très bien. Donc, tu as ce qu'on appelle un signal interne Mm, gastro-intestinal de la faim, qui est ouais. assez le plus fréquent, mais il n'y a pas Mm, que ça. Ok. Moi, Est-ce je qu'il y baille. Moi, je baille Ok, beaucoup. mm. ok. Même pendant que je mange, je baille, je ne sais pas pourquoi. Et après, une fois que vous avez mangé, Laurence, donc ça part. Comment? Oui, ça Une fois part, oui. que vous Oui, avez mangé, vous êtes oui, rassasié, ça part. c'est ça. Ça part, ouais. Ouais, Ok. ouais. Oui, Donc, vous avez ce qu'on appelle un signe extra-gastro-intestinal. Ça veut dire à l'extérieur du trait gastro-intestinal. d'accord. Mhm. Hmm. Est-ce qu'il y a Il y quelqu'un a, d'autre qui a envie de s'exprimer sur ça? il y a l'irritabilité aussi. Hmm, parfait, Mm. absolument. On le Oui, voit beaucoup avec les jeunes enfants, voilà. Nous adultes un petit peu moins, mais les jeunes enfants, on le voit beaucoup. C'est radical, ouais. oui, oui, absolument. Ouais, ouais. L'effet d'être moins focus, d'avoir moins de concentration, d'être plus, Mhm. comme tu dis, irritable. Oui. Il n'y a pas d'autre idée? Non. Donc, effectivement, comme tu dis, Lucie, la faim, c'est un creux à l'estomac, mais pas que ça. Dans le sens, où, oui, effectivement, c'est la localisation qu'on a la plus fréquente, c'est d'indiquer effectivement l'estomac, parce qu'effectivement, elle est déterminée par des contractions de l'estomac, mais il n'y a pas que ça. Il y a parfois des gens qui sont comme une sensation de vide au niveau de la gorge. Il peut y avoir comme tu dis, des irritabilités, mais aussi des maux de tête, voilà, des manques de concentration, voilà, une sensation de vide dans le ventre. Donc, tout ça, il n'y a pas une réponse qui est correcte, hein. Chacun a ses messages. Ce qui est important, c'est comprendre, comme pour Laurence, les bâillements, pardon, c'est que chacun a ses signaux particuliers. Donc, c'est quelque chose qui est personnel. Mais du moment où ils sont là, ben, les corps, l'intelligence du corps s'attend qu'il y a une réponse, qu'elle soit cohérente. Et donc, c'est pour ça que je vous ai apporté l'échelle de la faim. C'est pour comprendre que quand on est très, très, très affamé, souvent, donc dans votre échelle, vous voyez, c'est les 1. Souvent, quand on arrive à être beaucoup affamé, les rapports du corps, ce serait de répondre à manger jusqu'à 9, jusqu'à les trop pleins. Donc, en fait, on peut déterminer qu'il y a ce qu'on appelle une bonne faim. Ça veut dire un niveau de faim, que ce soit entre guillemets, agréable dans le sens que c'est quelque chose que, effectivement, ça nous donne l'envie de s'installer à table, de manger, mais que c'est pas excessif. Quel est le problème? C'est souvent qu'à la suite de beaucoup de régimes, on a la tendance à effacer ou cacher sous le tapis la sensation de faim. Parce que vaut mieux ne pas l'écouter. Donc, vaut mieux éviter d'avoir faim, de ne pas l'écouter. Comme ça, si je n'ai pas faim, je ne vais pas manger. Eh bien non.
Justement, la faim, c'est une sensation qui détermine une demande et la réponse, elle doit être cohérente. Donc, s'installer à table et de manger, comme on l'a dit, en pleine conscience, jusqu'au quand on a une sensation de plénitude. On est rassasié. Donc, quand on a fait l'atelier sur les Blue Zones, on a nommé les Japonais de Okinawa, donc de l'île d'Okinawa, qui ont la règle de manger ara ashibu. Ça veut dire jusqu'au quand l'estomac est plein au 80%. 80%, ça veut dire qu'il y a toujours l'espace pour un petit morceau qui reste vide. Parce que l'effet d'être maîtrisé, justement, l'alimentation et de ne pas être trop plein, ça permet un bienfait au niveau digestif et aussi pour la suite, pour le post-prandial, après le repas. OK? Donc, c'est important par contre, pour viser les Ashibu, donc les 80%, d'être à l'écoute de notre estomac. Je sais que la plupart d'entre vous qui sont opérés, ils savent pertinemment qu'il faut s'arrêter à la 20 dernière fourchette avant que ce soit trop tard, où il y a vraiment une sensation désagréable, des douleurs dans le passage entre l'œsophage et l'estomac. Donc, ça demande justement la capacité de visualiser. Je ne dis pas de vous l'imprimer sur votre frigo, mais presque de toujours essayer de se localiser, de se dire avec cette assiette à dessert que j'ai terminée avec le repas voilà, typique que Claudia ou Pierre-Nicole vous préconisent, ben, à partir de là, où est-ce que je me situe, en fait? Est-ce que je suis un peu pleine ou je suis pleine aussi? Je suis vraiment trop pleine. Parce que, voilà, parfois, on a des automatismes typiques à l'automatisme français déterminés avec un dessert. Moi, je ne comprenais pas mes enfants, en fait, qui disaient, eh bon, et un dessert? Et ça vient de la cantine, en fait, parce qu'effectivement, il y a toujours la compote, le yaourt, le fruit. Donc, c'est pas que c'est mauvais, mais attention, il faut quand même être syntonisé et c'est comprendre que s'il n'y a pas d'espace, c'est pas parce que c'est un automatisme qu'il faut manger le yaourt. C'est pas imposé. Et ça, parfois, c'est quelque chose qu'on ne réfléchit pas trop. Et donc, on ne mange pas pour envie de manger. Il y a l'envie de manger aussi, hein. Il y a la faim, qui sont deux choses différentes, mais on mange pour automatisme. Et donc, ça, c'est sur cela qu'on a quand même l'espace des manœuvres et de pouvoir travailler sur le fait d'être connecté et d'être à l'écoute de ce que le corps nous demande. Parce que parfois, justement, même pour reprendre l'idée de dessert, ben parfois on mange le yaourt ou voilà, la compote, mais finalement on n'aurait pas tant envie de ça, hein. On aurait peut-être envie d'un carreau de chocolat. Rien de mal, encore une fois, mais parfois on a besoin de euh, poser des questions et que la réponse soit cohérente. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça à l'échelle de la fin? Non. OK. Donc voilà, ça c'est l'échelle de la faim avec les symptômes. Donc c'est écrit en anglais, mais je vais essayer de la traduire avec vous. Donc quand on a dit euh, beaucoup de faim, qu'on l'a dit, c'est la faim assez néfaste qui souvent elle amène à manger trop. On peut avoir des maux de tête, comme tu dis, on est irritable, on a des nausées. On peut avoir des tremblements, on peut avoir une manque de concentration, comme on l'a dit tout à l'heure. La bonne femme, c'est une sensation de vide au niveau de l'estomac et l'idée, les cerveaux, donc la partie du pensée, se dirige vers la recherche ou la conception de la nourriture. Et donc, il y a des arguments au niveau de l'estomac et les cerveaux commencent à penser à la nourriture. Donc, dans l'état neutre, on a quand même cette sensation de nourriture qui est descendue dans l'estomac, donc le remplissage de l'estomac. Après, on passe à la rassasiement.
Et donc, on a cette sensation de paix, de bien-être et que tout va bien parce qu'on se sent de façon confortable à se rassasier. Quand on allait au-delà, donc on sent la sensation d'estomac lourd, qu'on a du mal à digérer, qu'on a parfois des douleurs ou encore pire, des nausées ou des envies de manger, de vomir, pardon. Donc, tout ça, c'est pour décrire un peu tout le paradigme, en fait, des sensations alimentaires. Et le but, c'est que vous soyez de plus en plus confiante à vous identifier et à comprendre, vous positionner avant le repas, mais aussi après, pour éviter d'aller au-delà vers quelque chose qui devient inconfortable. Souvent, le fait d'aller dans une situation qui est inconfortable, c'est parce qu'il y a l'effet tout ou rien. Ça veut dire, puisque je suis en train de manger la glace, là, je termine comment ça s'appelle, la barquette, parce que quand est-ce que je pourrais le refaire? Et donc, le but de l'alimentation intuitive, c'est aussi de vous apprendre que si vous mangez une glace, vous pouvez vous servir dans votre petit bol les deux boules de glace, de vous interroger, vous comprendre si vous êtes rassasié ou pas et d'éviter, parce que vous savez que de toute manière, la glace, elle sera présente pendant tout l'été dans votre frigidaire, dans votre congélateur. Le frigidaire, ça ne va pas durer. OK? Donc, l'objectif, c'est de voilà, normaliser ce comportement pour faire si que ça devienne l'habitude de dire si j'ai envie, je me l'octroie. Donc, comment le décrire? Vous l'avez bien décrit, les sensations de vide, les gargouillements, le manque d'énergie, le manque de concentration. Ça, c'est la faim. Les corps manquent de carburant. Les carburants, c'est celui qui permet au corps de marcher, de fonctionner, d'avoir toutes les jolies interactions enzymatiques et hormonales nécessaires pour notre fonctionnement. Donc, ça, c'est un point que j'aime mettre en lumière parce que les corps, la nourriture, c'est vraiment de l'énergie, c'est du carburant. On a besoin de se nourrir et on a besoin du plaisir hédonistique de la nourriture. Et souvent, quand on arrive dans une situation comme après une chirurgie ou avant la chirurgie, on a beaucoup en fait des culpabilités par rapport à tout ça et on voit la nourriture comme un ennemi. Et le but, en fait, c'est de revoir l'énergie et l'effet que la nourriture apporte beaucoup de nutriments et toutes des choses nécessaires, qu'elles sont nécessaires justement pour notre survie et pour notre vie et pour notre santé. Et donc, de l'autre côté, la satiété, c'est un ventre juste assez plein ou la sensation d'être agréablement rempli, la sensation d'être satisfait, un bien-être physique, moins d'envie de manger, moins d'attrait pour les aliments, moins bon goût des aliments par rapport à la première bouchée et la réduction de la vitesse à laquelle on mange. Donc, est-ce que vous vous retrouvez dans ces sensations de satiété? Est-ce que vous avez l'habitude un peu de ressentir tout ça quand vous êtes rassasié? Donc, le corps a reçu le carburant et il est satisfait. Pour ma part, moi, c'est le moins envie de manger, voire d'avoir une sensation d'être éteint dans les envies de manger, d'aller dans le frigo ou quoi. Ça fait depuis, moi, ça fait sliver depuis 2 mois et j'ai été slivé il y a 2 mois et en fait, j'ai remarqué que je peux avoir une sensation de faim. Je vais me lever, essayer de me préparer quelque chose, mais simplement d'ouvrir le frigo. Les odeurs qu'ils peuvent avoir dans le frigo peuvent me dégoûter, voire me donner une sensation de rassasiement. Et finalement, je vais peut-être prendre une petite tomate ou un truc comme ça et puis pas manger plus. Et j'ai remarqué que j'ai pratiquement pas de signaux qui me donnent envie de manger. Et quand je mange, je vais vite avoir une sensation d'écœurement ou alors d'être plein, mais pas dans un sens agréable.
C'est Mhm. vraiment là, j'ai vraiment une sensation d'être éteint par rapport à la nourriture et de pas être attiré, ni même d'avoir envie d'aller manger. Ok, très bien. Très bien. Merci pour le ressenti. Donc, on l'avait fait pendant le webinaire de la pleine conscience, mais c'est important, on en a parlé énormément pendant la pleine conscience. Ce qui était relevé, c'est qu'il est important d'essayer tout le temps d'être en connexion avec votre corps. Justement, où est-ce que je suis assise? Quelle est la sensation que j'ai entre mes fessiers et les tissus de la chaise? Est-ce que la chaise est en tissu? Est-ce que la chaise est froide? Est-ce que j'écoute à part ma voix? Est-ce qu'il y a des bruits? Est-ce qu'il y a de la musique? Donc là, je parle avec vous, mais il y a les bruits en fait de l'autoroute. Voyez, donc laissez en fait allumer quand même tous les récepteurs qui sont à disposition pour la vue, pour le voir, pour écouter, pour entendre, pour apercevoir les tactiles. Donc tout ça, c'est important. La toucher, c'est important pour être à l'écoute de ce que le corps et sa sagesse expriment et qui nous dit en fait quoi faire pour la suite. Et donc ça, c'est très précieux quand on est en train de faire un parcours d'alimentation intuitive pour suivre ce que le corps nous demande. Et faire la paix avec les aliments, c'est justement le principe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le fait d'être exposé à la nocciolata, j'ai choisi en fait la nocciolata plutôt que la Nutella parce que Asiago, c'est une ville à côté d'où je viens, en fait, des Bassano del Grappa où je viens. Donc, c'est seulement pour faire la pub de quelque chose qui est proche de moi. Mais c'est aussi pour, voilà, déstigmatiser le fait d'avoir des aliments interdits. Parce que le plus on l'interdit, le plus ça va créer en fait des envies autour d'eux. Donc, le fait d'être exposé, c'est des entraînements, en fait, de vous dire, ah, ben, je vais acheter la nocciolata, je vais la mettre dans mon placard, je vais faire, si j'ai envie, je vais la manger. Peut-être qu'il y aura au début quelques abus, mais au fur et à mesure, le fait d'avoir l'accès à, ça va au fur et à mesure diminuer les désirs. Et ça, vous l'avez un peu en tout dans la vie, hein, que ce soit un objet. Vous avez tellement envie de vous acheter un sac et un sac à main. Et voilà, vous l'avez finalement, ce sac à main. Vous croyez qu'en fait, c'est la source de votre bonheur. Mais finalement, quand vous l'avez, voilà, une, deux, trois fois, après, voilà, ça disparaît immédiatement, en fait. Oui, il est joli, le sac, il est là, mais bon, c'est pas pour autant que, voilà, votre vie a changé. Donc, c'est important de comprendre que souvent, quand on pose beaucoup d'obstacles à des aliments, on a vraiment on crée beaucoup d'expectatives en fait sur ça, erronées, qui ne sont pas nécessaires. Et donc, voilà pourquoi on a l'effet tout ou rien. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, quand on ne s'expose pas, eh ben, la fois où on est exposé, parce que finalement, on a décidé d'acheter le pot de Nutella, eh ben, là, on va le manger tout. C'est ce qu'on appelle en anglais what the hell effect. Voilà, on termine, voilà, parce que comme ça, c'est bon, c'est fini. On ne sait jamais quand est-ce que ça m'arriver une autre fois, et donc on termine et la question est terminée. Donc, c'est pour ça que, voilà, ça, c'est un défaut du contrôle où il y a la fameuse, en fait, perte de contrôle. Et donc, les principes, c'est toujours le même. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, eh bien, la première chose que vous pensez, c'est effectivement l'éléphant rose. Si je vous dis pendant une consultation, dorénavant, Laurence, Steve, interdit de manger du chocolat. C'est interdit pour votre santé et pour votre suivi par rapport au poids. Je vous dis, c'est absolument interdit de manger du chocolat. Ben, vous sortez de la porte de la consultation, vous dites, ah non, mais moi, j'ai envie de manger du chocolat, mais pourquoi elle me demande ça? Donc, en fait, ça va qu'accroître
l'envie de manger du chocolat. Donc ça, j'espère de vous avoir convaincu en fait que c'est pas sain de se limiter. L'effet est assez connu, c'est l'effet fruit-probi, hein. Donc, on a déjà l'exemple d'Ève, ne mange pas la pomme. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bien mangé la pomme, hein. Donc, voilà, c'est assez, et dans les écritures bibliques, c'est assez reconnu. Donc, pourquoi les régimes, en fait, empêchent d'installer les bonnes habitudes? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de la privation ne fait qu'augmenter ce qu'on appelle les cravings, les envies, les pensées obsessives au niveau de la nourriture. Ne fait qu'augmenter l'allure, en fait, de l'aliment interdit. Et donc, là, il y a la perte de contrôle. Avec la perte de contrôle, où on a mangé les pots de notre nocciolata, on a la honte, la culpabilité. Et allez, après, on a la reprise à main, pardon. Donc, les courses dorénavant, on les fait seulement en ligne, pas d'exposition au rayon chocolat. Et donc, voilà, ça rentre dans un régime draconien et jusqu'à la prochaine exposition où il y aura encore une fois le tout ou rien. Et donc, c'est l'entraînement à faire, c'est justement de cesser de catégoriser les aliments. OK. Même si, bien évidemment, le travail qu'on fait avec les diététiciennes, avec Claudia, avec Pierre-Nicole, c'est justement de rééquilibrer l'alimentation, de réapprendre à cuisiner, d'organiser, de faire le batch cooking et tout ça. Mais le but, ce n'est pas non plus de dire dorénavant, c'est pas tout ça, parce qu'on a vu que c'est assez néfaste. Comme je vous ai dit, c'est vraiment les pop-up, cette idée que la culture du régime a installé et les féculents, il ne faut pas manger. Et les chips, il ne faut pas manger. Et le chocolat, il ne faut pas manger. Et manger et pas manger des fruits après le repas. Et pas manger les fruits après 16 heures. Donc, c'est des idées incroyables. Donc, comment on peut rester à l'écoute des sensations alimentaires si on a toute cette idée qui continue en fait à s'ouvrir comme les pop-up, comme les fenêtres dans notre écran pendant nos recherches Internet. Donc, les règles, souvent, c'est des règles qui sont ancrées et elles semblent assez normales, hein. Mais non, c'est pas normal de se dire, je compte les calories. Euh, il faut que je compte combien de calories j'ai mangé pendant ce repas. Ou qu'est-ce que je dois manger et à quel horaire. Ou qu'est-ce que je dois manger et quelle activité physique je dois faire pour dépenser les calories du repas. Ou est-ce que je dois manger que de la nourriture dite healthy? Donc, est-ce qu'il y a des règles sur les boissons, quand on boire? Donc, oui, bien évidemment, quand boire avec une chirurgie, c'est assez à régler parce que soit c'est la boisson, soit la nourriture. Mais voilà, le but, c'est de vous faire réfléchir qu'on a souvent des règles qui ont été ancrées par des régimes et des régimes. Donc, le but, c'est de redécouvrir le plaisir de manger, sentir la satiété, comme on l'a dit, hein. Donc, rester à l'écoute, mais aussi, euh, moi, j'essaie toujours de poser l'accent sur ce qu'on gagne dans le manger mieux plutôt que se focaliser dans la privation. Donc, vous le savez, on a fait aussi l'atelier pour l'alimentation végétale et souvent pendant les consultations, j'aborde le sujet de limiter l'apport de produits d'origine animale. Souvent, on a un vrai problème avec la viande parce que souvent, après une chirurgie bariatrique, la viande passe très mal. Donc, plutôt de se focaliser dans la privation je dis, essaye d'aborder, de poser l'accent sur tout ce qui apporte en plus, sur les nutriments en plus, sur la couleur, sur la facilité de cuisiner, sur la facilité de digérer, sur la beauté de l'assiette. Vous voyez? Donc, c'est essayer de s'entraîner sur la qualité des antioxydants, d'anti-inflammatoires, d'anti-aging, donc de tout ce qu'on apporte en plus plutôt que de la privation des choses que, voilà, on doit limiter. Et bien évidemment, quand on voit l'alimentation en pleine conscience, ça s'associe beaucoup avec l'alimentation intuitive. L'effet de dédier du temps à l'alimentation et à l'acte de s'alimenter, c'est important. Le multitasking, comme dans beaucoup de choses, ça marche pas. Et voilà, c'est
tellement ancré dans notre société qu'on le donne en fait pour normal, mais c'est pas normal. La nourriture demande du temps, se nourrir demande du temps exclusif. Bien évidemment, souvent, pardon. Je disais, bien évidemment, souvent dans la culture française, comme dans celle italienne, mais en général de toute la Méditerranée, il y a beaucoup de partage qui est assez ancré et c'est important quand on mange. Donc, oui, le partage, mais pas le partage avec Instagram, Snapchat ou TikTok. Donc, c'est deux choses différentes. Et voilà, tout ça en général dans la vie, hein, même quand on conduit, on sait très bien les risques de répondre aux textos, de faire autre chose, même si on fait une chose qui est assez automatique comme conduire. Donc, comment se connecter avec les sensations, avec la faim? Quoi faire? C'est se connecter avec les sensations. Donc, on a fait le travail justement en pleine conscience. Contempler et se demander où est-ce qu'on se positionne avec faim et rassasiement, comment on se sent après une collation, par exemple. Apprendre à identifier les nuances de rassasiement. Apprendre à dire non si on n'a pas faim. Ça, c'est aussi très compliqué, hein, à s'exposer et se dire, bon, je n'ai pas faim, je ne mange pas, parce que souvent, on a quand même, en fait, les injonctions de dire, bah, il faut manger pour ne pas décevoir, il faut manger pour que, il ne faut pas sauter les repas, autre injonction qui souvent a été donnée. Donc, vous comprenez très bien que si on se dit il faut pas sauter les repas quand vous allez manger et la sensation de faim n'est pas au rendez-vous, ben, toutes les choses qu'on va manger, bien évidemment, elles vont être stockées parce que le corps ne vous a pas demandé de manger. Donc, tout ce qui en a un surplus, parce que le corps est fait dans une façon magnifique où il faut stocker quand il y a la possibilité et il faut dépenser dans la période de famine, chose qui est au jour d'aujourd'hui dans notre part du monde, c'est presque impossible. C'est peut-être possible dans d'autres pays, malheureusement, mais dans notre situation actuelle, c'est presque impossible la famine, hein. Donc, le stockage ne devient plus un acte nécessaire, mais le corps, avec son intelligence, le fait quand même. Donc, attention justement à respecter les sensations alimentaires parce que ça nous dit justement où est-ce qu'on se trouve au niveau de nos réserves et travailler en fait l'attitude de laisser dans l'assiette. Autre chose qui est très compliquée pour tous les enfants nés des parents après la Deuxième Guerre mondiale, en fait. L'effet de laisser dans l'assiette, c'est presque impossible parce que tout le monde, je pense, hein, si vous voulez partager votre expérience, a été grandi avec l'injonction termine ton assiette. Est-ce que justement, il y a des, des pensées par rapport à ça, par rapport au fait de les laisser dans l'assiette? Est-ce que ça vous dérange de laisser dans l'assiette? Est-ce que vous êtes capable au jour d'aujourd'hui de laisser dans l'assiette? Moi, j'ai jeté les restes du repas de midi parce que je savais que ça allait pas être bon en texture après et que j'avais plus faim. Donc, j'ai réussi à le jeter. Et par rapport à une époque, j'aurais fini mon assiette. Et là, ça se fait facilement. Ok, donc ben, bravo, c'est pas évident. On a quand même aussi les Tupperware, hein, au cas où, hein, si les quantités sont plus abondantes, on peut quand même les mettre dans le frigidaire. Mais bon, oui, pourquoi pas. Ce que j'allais dire. Moi, je suis devenue très adepte des petites boîtes. Et il y a plein de Je, petites boîtes dans le frigo. Et il y a un soir en semaine, c'est les restes. Voilà. Ce soir, on mange quoi? Bah, les restes. Et on sort tous les restes et chacun choisit ce qu'il veut. Voilà, tout bah, simplement. Mais je jette pas tous les restes, mais quand je vois que ça fait deux, trois fois que je fais Ouais, le c'est même ça. repas et que en texture ou autre, Ah, ça s'est c'est naze. abîmé, Ouais. déjà que c'est pas agréable de pas pouvoir manger comme avant, et donc là, en quelques bouchées, on peut être rassasié, autant que ce soit des bouchées qui soient qualitatives en goût Absolument, et donc absolument. Ah oui, je ça, garde pas un truc qui s'est abîmé, quoi. Ah, mais absolument. t'as raison. Il faut savoir jeter. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail à faire. Valérie, elle nous le dit souvent. C'est un très gros travail à faire, à arriver à jeter l'alimentation. Mm. Ok, donc on avance avec le plaisir alimentaire. Donc, découvrir le plaisir. Donc, on l'a dit tout à l'heure, manger, oui,
Ça nous amène, ça nous donne les carburants, ça nous donne des vitamines, des oligoéléments, mais on mange surtout pour une question hédonistique, donc pour le plaisir alimentaire. Donc, ceci dit, c'est clair aussi que manger des choses parce qu'elles ont été, euh, comment on dirait, prescrites par un régime, mais ça nous donne aucune envie, ça fait manquer le plaisir, le côté hédonistique de l'acte alimentaire. Donc, on l'a dit, l'acte alimentaire est étroitement lié au plaisir alimentaire. Donc, l'effet de manger des choses qui ne nous plaisent pas et à la vue et au palais, ça risque effectivement de demander de manger autre chose pour arriver au plaisir alimentaire. Donc, de là, le jeu aussi de la préparation, de la composition de l'assiette, de la faire jolie, de préparer à table. Parce qu'elle a vu, en fait, elle a mis les récepteurs en plus par rapport à d'autres sens. Et comment on voit la chose, on voit l'assiette, la table, etc. C'est très important. Voyez, donc les couleurs, la nappe, la préparation des assiettes, des couverts, ce qu'on voit autour de nous. Pensez à la différence que vous avez, je pense, vous avez tous vécu d'essayer de manger dans un restaurant assez chic plutôt que de manger un sandwich dans le métro. Donc, la différence, en fait, de la capacité de poser l'accent sur certaines caractéristiques de la nourriture. Attention, la faim, c'est faim. Donc, on mange parfois aussi dans le métro, hein, attention. Mais la différence que, bien évidemment, les professionnels de la restauration connaissent très bien, hein, les restos gastronomiques, ils savent très bien que comment l'assiette est présentée, comment l'assiette a été composé, ça fait nettement la différence. Et donc, l'expérience, c'est, euh, voilà, il faut la faire avec de la bouffe pas agréable, mais je pense que tout le monde a déjà essayé. Moi, j'ai mis des brocolis, mais pour moi, c'est un des aliments que je préfère au monde. Les brocolis, j'adore, j'adore, j'adore. Mais voilà, j'ai mis les brocolis parce que souvent, c'est associé à quelque chose de désagréable. Mais l'expérience, c'est à faire justement avec quelque chose qui vous plaît pas. En Italie, il y a une recette qui s'appelle le foie à la vénitienne, que moi, tout petite, j'arrivais pas à manger, mais c'était pour moi insupportable. C'est du foie de bœuf avec des oignons. Et donc, mes parents m'obligeaient à manger ça, mais pour moi, c'était inconcevable. Le goût vraiment, me dégoûtait. Donc, je mettais de la mayo pour effacer en fait les goûts de ce foie que pour moi c'était vraiment à la limite de vomissement. Donc tout ça pour dire que quand on sort d'une expérience comme ça, ben on n'a pas atteint en fait l'objectif de manger des choses qui nous plaisent, hein. Donc je pense que entre vous, vous avez sûrement des plats, des assiettes que voilà, c'est très loin en fait de votre plaisir alimentaire que vous avez dû manger et de comment vous êtes sorti dégoûté et sûrement pas rassasié de l'expérience alimentaire. Et donc, les circuits de la récompense, pensons en fait au plaisir alimentaire. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais c'est important de comprendre que quand on a faim, l'estomac produit de la gréline. Quand on est rassasié, ça va produire un système de la récompense qui augmente dans le sang le taux de leptine. Et donc, je vous remarque aussi le fait que c'est le sommeil qui augmente la production de la leptine, dont l'intérêt aussi de soigner la qualité et la quantité du sommeil, parce que si on a mal dormi, on en dort très peu, ou comme quand souvent on fait les parcours de chirurgie, on a des apnées du sommeil, donc on a des réveils fréquents pendant la nuit, et bien, le sommeil intercoupé ne permet pas la production de la leptine. Donc, le lendemain, quand on est réveillé, on a souvent besoin de manger des choses sucrées, des choses gras, parce qu'on a besoin justement de se donner le bus. On n'a pas envie de manger des brocolis, comme on l'a dit tout à l'heure. Et tout ça pour montrer
quand on a faim, l'interaction très compliquée qu'il va y avoir dans la interaction, donc de la communication entre les tissus du peu, qui parle avec l'estomac, donc la partie gastro-intestinale, qui parle avec le cerveau, qui a des envies. Donc, c'est important de comprendre que quand on a envie d'un yaourt, l'envie des yaourts, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. Ça veut dire que dans les cerveaux, il y a une augmentation dopaminergique pour le yaourt. C'est pas quelque chose qui est dans notre tête, c'est vraiment quelque chose qui est réglé par des neurotransmetteurs. Et ça, donc du moment où on a mangé les yaourts en pleine conscience, c'était exactement le yaourt qu'on voulait manger, il y a les circuits de la récompense qui permet justement de sortir de l'expérience alimentaire avec satisfaction. Et tout ça, ça permet justement de comprendre la complexité, mais aussi la merveille, en fait, qu'on a dans notre circuit de la récompense, de la fin du rassasiement, parce que ça mérite justement de prêter attention et de se poser correctement les bonnes questions sur ce qu'on a envie de manger. Et donc, les, ce qu'ils disaient en fait, ils pensaient les Américains, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle le French Paradox. Ça veut dire que ils avaient avoué en fait qu'ils vivaient un peu plus mangeant ce qu'on appelle la cuisine méditerranéenne et buvant du vin rouge. Mais à la fin, en fait, c'est pas nécessairement en question des qualités de la nourriture, c'est parce que autrefois, peut-être, vous me direz, vous, parce que moi je suis italienne, donc je sais pas, mais autrefois, il y avait vraiment la tradition, en fait, d'avoir le plaisir de manger. Donc, malgré la nourriture, en fait, définie comme gras enrichi du beurre avec du vin rouge, etc. C'était pas nécessairement la meilleure cuisine, mais il y avait encore cette tradition hédonistique, épicurienne, de l'effet de manger avec plaisir, chose que peut-être au fur et à mesure on a un peu perdu parce que on a de plus en plus peu de temps, on ne prépare pas à manger, on achète déjà acheté, on achète des plats congelés, on achète Uber Eats. Et donc, en fait, il manque toute la phase des préparations qui est très importante. C'est je pense que c'est très important de souligner le fait que quand on prépare à manger, il y a déjà tous les systèmes digestifs, le jus pancréatique, le jus en fait de l'estomac qui commence à se produire. Il y a la salive qui commence à se produire. Donc en fait, on prépare les corps avec les odeurs, la façon de préparer à manger, l'effet de cuisiner, de faire les pâtes, voilà, de couper les légumes et tout ça qui prépare le corps à accepter la nourriture. Et quand on chauffe une barquette en plastique dans les micro-ondes, attention, parfois c'est nécessaire, mais ça ne peut pas donner le même plaisir alimentaire. Donc, ça, c'est un point important à comprendre. Donc, comment faire? Respecter les préférences. Chacun a sa texture préférée. Moi, je l'ai dit souvent, hein, moi, j'aime pas tout ce qui est dessert à la cuillère, tout ce qui est mousse, voilà, tout ce qui est dans les pots, tout ça, moi je déteste. Moi j'ai besoin de crunch, de croquer. Et donc, il faut être conscient de ce qu'on aime et de ne pas s'efforcer de manger une mousse au chocolat si c'est pas quelque chose que j'apprécie pas. L'apparence, quel volume, l'importance de manger en pleine conscience de l'environnement autour de moi, comme on l'a dit, la pizzeria par rapport au restaurant gourmet, gastronomique, pardon. Et la connexion émotionnelle avec la nourriture que l'on est en train de manger, parce qu'il y a toujours de renvois avec du vécu, des expériences culinaires qu'on a eues précédemment et des souvenirs lié, comme il a dit bien évidemment, Proust avec sa Madeleine. Donc, de retour à des expériences perso par rapport à notre histoire personnelle. Donc, chez nous, en Italie, les dimanches, c'est souvent les lasagnes à la bolognaise.
Donc, c'est clair que déjà penser au parfum qu'il y avait dans la maison le dimanche matin, du ragoût, de la bolognaise qui chauffait pendant des heures et tout ça, ça va me remettre dans une situation de plaisir, même si aujourd'hui je mange vegan. Donc, le ragoût, on peut le faire avec les lentilles et du soja. C'est pas la même chose, mais c'est important d'avoir tous ces nuances du plaisir et des connexions avec le passé ou au contraire, poser des distances parce que pour moi, c'est un souvenir plaisir. Pour d'autres personnes, peut être quelque chose d'assez néfaste dont on doit absolument se détacher. Et donc, tout ce qui a un rapport avec les gnocchis à la tomate parce qu'il est mangé avec la grand-mère qui a été odieuse et qui a été insupportable, eh bien, ça va positionner quand même de la distance par rapport à des repas constitués de cette nourriture. Donc, c'est important d'être aussi conscient qu'il y a des souvenirs, il y a des ancrages qui sont liés à la nourriture. Et donc, l'émotion est nécessaire. Vous savez que déjà, l'enfant à 4 mois de la naissance, il a la capacité d'exprimer les 6 émotions basiques. La joie, le dégoût, la colère, la tristesse. Et donc, l'effet d'avoir des émotions est nécessaire pour avoir des interactions sociales. Donc, voilà, je suis en colère. Vous comprenez que je suis en colère. Donc, l'effet de reconnaître les émotions, de pouvoir les accepter avec bienveillance, moi, j'ai dit, c'est toujours la météo de comment on se sent dedans. C'est ce qu'on montre, c'est l'épiphénomène d'une situation antérieure. Donc, comprendre qu'être colérique, c'est aussi nécessaire qu'être triste. C'est aussi nécessaire qu'être heureux, d'être joyeux. Donc, important d'octroyer, parce que jusqu'à il y a en fait, on disait non, mais ne pleure pas, ne sois pas en colère. Eh bien non, parfois c'est nécessaire pleurer, c'est nécessaire exprimer qu'on a mal, c'est nécessaire exprimer qu'on est en colère. Et ça, c'est l'éducation en fait à la, à l'émotion, à accepter, à décrire l'émotion que souvent notre génération n'a pas eu, mais que désormais, je pense au film de Disney sur les émotions. En fait, la nouvelle génération a bien plus confiance sur le fait de reconnaître et d'accepter d'avoir d'autres émotions, pas nécessairement positives. Donc, l'effet d'être au régime, bien évidemment, ça a toujours en fait associé avec des problèmes en fait, comment dire, des, euh, des émotions, ça associé avec des états, oh pardon, des états, vous m'entendez? Allô? Oui, 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 on t'entend, mais on n'a plus ton diapo. Ah, voilà, ok, pardon. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Bon, les études montrent que quand on est souvent à régime, en fait, on risque de façon plus fréquente d'utiliser la nourriture pour faire la paix avec les émotions, hein. Donc, moi, j'ai fait toujours l'exemple de Bridget Jones. Quand Hugh Grant part, c'est normal, elle s'ouvre une boîte de chocolat et voilà, elle ouvre la bouteille de vin rouge, elle soulage les émotions avec la nourriture. Et donc, ça, c'est pour normaliser l'effet que la nourriture a aussi l'aspect important de régler les émotions. C'est un moyen qu'on utilise pour régler les émotions. Et le fait de l'empêcher, de s'empêcher de réagir à une détresse avec la nourriture parce qu'il ne faut pas, ne fait qu'amplifier les dérèglements émotionnels. Donc ça, c'est important de comprendre que tout le monde réagit au moment des détresses avec de la nourriture. Moi, pendant un séminaire,
j'avais raconté justement ça, je ne sais pas si tu te souviens, Lucie, que quand mon mari partait pour aller opérer en Italie, pour moi, c'était vraiment, surtout quand les enfants ils étaient plus petits, un moment très difficile les soirs avec les enfants couchés, la maison arrangée, la journée sur les épaules et tout ça. Et donc pour moi, c'était mon dada de me manger mes deux cookies après, quand tout le monde était au lit, quand la maison était rangée. Pour moi, c'était les soulagements. Et donc ça fait un peu écho chez les patients, savoir que moi aussi, j'utilisais la nourriture pour régler mes émotions. Donc là, c'est vraiment la partie vraiment plus basique, mais j'y tiens à les dire parce que c'est normal et tout le monde le fait. Donc, c'est voilà, le fait de normaliser un comportement. Et justement, c'est grâce à la nourriture qu'on va régler l'humeur. Quand on a, vous savez que normalement, tous les systèmes dans notre corps, que ce soit la température, la fréquence cardiaque, la respiration, mais aussi l'humeur, essaient de maintenir en fait à une neutralité. Donc là, il y a un texto qui arrive, l'humeur change, donc il y a une déflexion de l'humeur et voilà, il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Les textos m'ont perturbé, m'a mis en colère et donc j'ai essayé de trouver pour retourner à la neutralité, pour revenir en fait à la barre en bas, quelque chose qui me ramène en fait à une situation qu'on appelle d'homéostase. Et donc, je cherche entre les outils que j'ai à disposition. Je peux, par exemple, ouvrir le téléphone, regarder Instagram. Je peux prendre une bouteille et me boire un jus de fruits. Je peux ouvrir une boîte de chocolat. Je peux aller me promener, aller, je ne sais pas, ranger mes fleurs sous le balcon. Mais voilà, j'essaie de trouver une moyenne pour régler mon humeur. C'est clair que la plupart des fois, c'est souvent la nourriture parce qu'elle est la plus accessible et c'est celle qu'on sait que sous le court terme, ça marche très bien. Et donc, elle arrive justement pour gérer l'émotion. Mais si on lui octroie pas cette capacité, ben, les risques, c'est que si on va résister à l'envie de soulager l'état émotionnel avec la nourriture, les risques, c'est qu'elle elle va continuer à s'empirer. Ou même si on mange les fameux cookies, mais on a la culpabilité qui suit après. En fait, à l'état émotionnel négatif de la colère du texto, on va rajouter une autre couche de la culpabilité pour avoir mangé les cookies. Donc, en fait, c'est la galère. Et donc, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que ben, finalement, on a souvent la compulsion parce que couche après couche, on se sent tellement nul et on a tellement pitié de notre état que finalement, voilà, effet, encore une fois, tout ou rien, Waddell Effect, et donc on mange la boîte de chocolat. Donc, tandis que si on mangeait finalement les carrés de chocolat ou les fameux cookies pour régler notre émotion, finalement, on serait tombé à l'état neutre. Et bien évidemment, la vie, c'est continuellement et des perturbations et des râteaux de la figure. Donc, bien évidemment, il faut toujours trouver comment régler l'humeur. Donc, chaque fois que vous... Comment faire? Chaque fois que vous On avez... voit pas ton diapo, Viola. Je suis Ah désolée. bon? Ouais, Ah mince, comment ça se fait? ça avait dû couper sur Zoom, je pense. Ouais. Ah là là, ah, je suis désolée, attends. Alors, partager. Alors, attends. Je vous disais ça en fait par rapport à l'émotion. Et la suite, c'était ça. Si on mangeait le cookie, il y avait quand même la diminution de l'envie de manger, de retour de l'humeur à la neutralité. Et donc, comme je vous disais, la courbe suivante, souvent, c'est des râteaux dans la figure. C'est, voilà, c'est l'enfant, le fils qui ne veut pas se laver les dents, donc on se met en colère. Donc, voilà, c'est tout des fluctuations, en fait, pendant la journée. Donc, comment faire? Chaque fois que vous avez envie de manger sans faim, on s'arrête pour l'écouter. Donc, comprendre si à la base, il y a des envies de manger émotionnelles. Et qu'est-ce qui demande notre attention? Quelle est cette émotion?
et l'évaluation, en fait, des besoins primaires. Parce que souvent, c'est parce qu'on n'a pas écouté les besoins primaires, l'équilibre entre la fameuse vie du travail et la maison, le sommeil, gérer les stress, avoir une activité physique. Donc, souvent, quand on arrive à ces dérèglements émotionnels complets, c'est parce qu'on n'a pas satisfait les besoins primaires basiques. Et donc, voilà, il y a un travail à faire en amont pour voir s'ils sont justement satisfaits. Donc, on a dit les déclencheurs, en fait, la nourriture, souvent, elle va répondre en fait à des besoins. Je suis désolée, Lucie, mais j'arrive pas à lire la partie à droite. Donc, si tu veux, moi, j'ai lu l'émotion, toi, tu lis l'objet. Oui, bien sûr, oui, oui. Parce qu'il y a en fait les images, en fait, Oui, juste. j'ai compris. Tu as Oui, perdu la moitié de ton écran. exactement. Donc, à l'émotion anxiété, Alors, on, l'objectif, c'est on utilise la nourriture pour se calmer. ouais. Les nuits, On mange pour faire quelque chose. mhm. Donc, ça, c'est pour déterminer souvent comment on réagit aux émotions avec la nourriture, hein. La corruption, On finit les devoirs, on a la récompense. la joie, On fête avec la nourriture. le vide, On comble un vide spirituel. l'excitation, On utilise la nourriture pour s'amuser. la solitude ou pas aimer, On utilise la bouffe comme un ami. la frustration, la colère, la rage, On utilise la nourriture pour se calmer. mhm. Lâcher les rênes, Utiliser la nourriture comme un exutoire. la procrastination, On fait la tâche après avoir mangé. le stress. On utilise la nourriture pour se relâcher. Est-ce que vous vous identifiez en fait? Je reconnais toutes les émotions, moi, en fait. Allez, bingo, tombola. C'est impressionnant. Je trouve que c'est très, très bien fait, en fait. Eh oui, donc voilà, reconnaître en fait, voilà, Mm. déjà, voilà, que c'est normal d'avoir des émotions et voilà, qu'effectivement, souvent, on utilise la nourriture pour les régler. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ça? Non. Par rapport à ce tableau, moi, je vois surtout l'utiliser de la nourriture pour me calmer. OK. Donc, c'est plus tout ce qui est anxiété, stress et puis l'ennui aussi. OK. Donc, vous identifiez en fait les liens, hein? Oui, je suis assez étonné que le reste, j'ai pas trop, je sois pas trop affecté par ça, mais moi, c'est plus le stress et la colère et les anxiétés. Bon, tant mieux aussi, ouais. Voilà, au moins, on n'a pas tout, en fait, les émotions réglées par la nourriture, même si c'était normal, attention, mais bon. Moi, je me rends compte que c'est essentiellement des émotions négatives qui m'emmènent sur la nourriture. OK. Voilà, quand c'est la joie, l'excitation, tous ces petits trucs bien, ça m'appelle pas. Ça va Ouais. vraiment être le négatif qui va m'emmener dessus plus. Ouais. Ben, figure-toi aussi que souvent, c'est les deux, hein. Normalement, Mhm. il y a beaucoup de problèmes, effectivement, quand on a Mhm. la joie, on mange, on est triste, on mange. Donc, effectivement, bon, écoute, tu as écarté la moitié, donc c'est C'est bien. ça, c'est ce que je me suis dit, c'est bien. Merci Viola pour cette soirée. Tu as compris quelque chose de positif. Voilà, OK. Donc, pour continuer, respecter son corps. Donc, on a fait aussi l'atelier sur le body positive, mais bon, la partie d'acceptation de son corps, même si on ne l'octroie pas, même si on ne l'aime pas, même si on est toujours en lutte avec cet ennemi qui est notre corps, c'est une partie très importante pour au moins, même si ça ne nous plaît pas, le respecter. Rendre grâce en fait au corps qui bouge avec ses formes, avec ses mouvements peut-être parfois handicapants, mais ça reste notre corps. Et donc, faire la paix avec nos formes est nécessaire, que ça ne veut pas dire et nécessairement baisser les bras, mais dire déjà, j'ai un corps qui marche, qui fonctionne, qui me permet de vivre, de rire, de partager, d'aller faire mes courses, d'élever mes enfants, de faire l'amour, de sortir avec mes copines. Donc déjà, c'est au moins la reconnaissance du respect du corps. Et ça,
C'est pas évident, mais c'est important de commencer à accepter son empreinte génétique. hein. Donc, la forme des jambes, la forme du nez, l'effet qu'on a la peau des mamans, on a les sangs des latentes, on a les formes des mamies. Donc, l'effet d'avoir la gratitude pour le corps, je me rends compte que la phrase est forte, attention, hein, parce que parfois, on a vraiment des laines par rapport au corps, par rapport à ce que le miroir nous renvoie. Mais le but, c'est de trouver quelque chose de positif. Et sûrement, vous l'avez. Vous avez la couleur des yeux, vous avez la forme des mains, la forme de pied, le sein. Donc, il y a toujours quelque chose de positif à valoriser. Et donc, c'est bien, c'est de poser l'attention sur les choses positives plutôt que toujours sur les négatives. Et donc, pratiquer ces comportements de respect vers son propre corps. Très difficile, arrêter la comparaison, presque très difficile, voire impossible au jour d'aujourd'hui avec toute la comparaison qu'on a avec les réseaux sociaux. Mais le respect de soi-même commence justement par les mots, les adjectifs, les noms on s'attribue, parce qu'à partir du respect vers nous-mêmes, on apprend à qui est autour de nous, si on a des enfants, les membres de notre famille, au respect aussi des autres. Donc, comment on s'adresse à nous-mêmes, comment on s'adresse aux autres, en vue de nos enfants, des personnes qui on approche, c'est justement d'essayer de changer la mentalité de ce qu'on appelle le body shaming. Ça veut dire, ah, celui-là, il est gros, celui-là, il est grand, voilà, et elle est tout maigre. Donc, dans le positif, dans le négatif, c'est continuer en fait à attribuer un jugement qui est dans le principe, les corps autrui nous appartient pas. Donc, c'est important qu'on ne peut pas s'exprimer par rapport au corps autrui. Donc, ressentir le bienfait de l'activité physique, prévoir l'activité physique comme euh, l'outil nécessaire pour le bien-être psychologique. Moi, j'insiste beaucoup sur ça et sur enlever l'effet que une heure d'RPM permet la consommation de 600 calories. Donc, d'éviter ce mécanisme qui a éloigné le corps de l'activité physique, mais plutôt de penser comme l'outil, comme un médicament nécessaire pour le bien-être psychologique. Ça, c'est vraiment la révolution en fait à faire dans la tête pour découvrir des activités que peut-être elles sont moins cool. C'est pas aller à la salle de sport, c'est pas aller à faire de l'aquagym, mais c'est quelque chose qui nous plaît, comme je sais pas, golf. Voilà, c'est pas nécessairement une activité qui dépense beaucoup de calories, mais si ça nous fait du bien de rester à marcher dans le bois, dans le verre pour lancer la balle au golf, why not? Je veux dire, personne ne doit juger nos préférences au niveau d'activité physique. Explorer la capacité aussi de faire ce sport en pleine conscience. Et donc, ne pas le faire pour être esclave de la perte de poids, mais faire pour le plaisir de le faire. Et donc, identifier et comprendre ce qu'on préfère, découvrir comment surmonter en fait les problèmes et le bien-être et atteindre un bien-être avec l'activité physique. Et dans tous les sens, comprendre comment on peut rendre plus active notre vie. Que ce soit banalement, en fait, en s'égarant plus loin, essayant de prendre les moyens publics, donc d'essayer comment transformer notre vie dans une vie un peu plus active. Honorer sa santé, ses papilles gustatives, c'est alors, oh là là, là aussi, je suis, s'il te plaît, Lucie, aide-moi. Oui. J'ai Alors, la comment moitié. faire? Je vais Ouais, tout lire. merci. Comprendre et évaluer nos propres choix alimentaires. Ouais. Comprendre notre propre équilibre alimentaire. Comprendre l'effet de la nourriture sur la santé. Comprendre et écouter la sagesse de notre faim. Comprendre et manger la quantité nécessaire pour avoir de l'énergie et se sentir bien. Mhm. Et explorer la relation entre la nutrition et le plaisir.
Voilà, tout ça, ça résume un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent. On ne va pas Mm. rebondir plus, mais voilà, c'est vraiment poser l'accent sur le fait positif que la nourriture a sur nous, plutôt de le voir vraiment toujours avec la culpabilité. Voilà.